Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, 3 mois après, jour pour jour après le coup d'État au Niger, quelle est la situation sur place? Que devient le président Bazoum? Et quid de la réponse de la CEDEAO qui avait promis une intervention militaire? Nous ferons le point dans cette édition avec notamment notre correspondant dans la région, Serge Daniel. Rencontre au sommet à Addis Abeba avec les responsables politiques civils soudanais. Objectif pour cette société civile, c'est prendre part aux négociations que les militaires conduisent entre eux depuis 6 mois. Reportage à suivre. Et nous vous emmènerons à Madagascar pour vivre une cérémonie rare de la saison des retournements des morts. Un rituel ancestral spectaculaire où les habitants exhument les morts. Reportage à suivre. C'était il y a 3 mois, jour pour jour. Des militaires annonçaient à la télévision nationale le renversement du gouvernement au Niger, un pays réputé stable avec un chef de l'État élu démocratiquement et qui devenait le 3e pays de la région à être victime d'un coup d'État. Mais ce coup serait-il devenu un cas d'école pour la CEDEAO? L'organisation sous-régionale avait menacé d'une intervention militaire dès le début, intervention qui, 3 mois plus tard, n'a toujours pas eu lieu. Décryptage de notre correspondant dans la région, Serge Daniel. Un diplomate de la sous-région très au fait du dossier résume le premier éventuel plan d'intervention militaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest contre la junte au Niger, c'est du passé. Peut-être qu'un nouveau plan est en préparation. Fin de citation. En clair, les troupes des pays contributeurs à la force militaire CEDEAO, comme le Nigeria, le Sénégal et même la Côte d'Ivoire, ces troupes sont désormais en position au repos. Elles ne sont donc plus en alerte. Nos interlocuteurs sont tous unanimes. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, dont le pays est la locomotive de l'éventuelle intervention militaire contre le Niger, a pour le moment freiné les 4 fers de l'attelage. Il a subi des pressions, il a pris du recul, il étudierait même désormais l'option négociation avec la junte au Niger, la junte du Niger, négociation prônée par des pays comme le Togo. La certitude, c'est que 3 mois après le coup d'État de Niamey, les sanctions prises par l'institution sous-régionale se font durement ressenties dans le pays, comme l'a reconnu récemment devant le micro de France 24, le numéro 3 du régime, le général Toumba, ministre d'État chargé de l'Intérieur. On passe à cette histoire qui défraie la chronique au Cameroun. Un scandale de corruption internationale pour lequel le corrupteur a été condamné aux États-Unis, mais dont on ne connaît toujours pas les corrompus. Le géant anglo-suisse de matières premières Glencore avait été condamné l'année dernière à plusieurs centaines de millions de dollars et a reconnu avoir versé 7 milliards de francs CFA. Et pour connaître les corrompus, une enquête vient seulement d'être ouverte. Les précisions à Yaoundé de Marcel Amoko. L'affaire remonte au mois de mai 2022. Épinglé par la justice américaine, Glencore, le géant anglo-suisse du négoce de matières premières, a reconnu avoir versé des pots de vin d'une valeur de 7 milliards de francs CFA, un peu plus de 10 millions d'euros, à de hauts responsables de la Société nationale des hydrocarbures et de la Société nationale de raffinage. Le nom des personnes impliquées dans cette affaire n'a pas été révélé, mais Adolphe Moudiki, le directeur général de la SNH, en poste au moment des faits et réputé proche du président Paul Biya, a plusieurs fois écrit au chef de l'État camerounais pour lui demander l'autorisation de porter plainte devant le tribunal criminel spécial. Une demande à laquelle le chef de l'État camerounais vient de répondre favorablement, ce qui ouvre la voie à une enquête qui permettra de faire la lumière sur cette affaire et surtout de révéler l'identité des personnes impliquées. Maître Akere Mouna, ancien président de Transparency International Cameroun, se réjouit de cette avancée. C'est un de ceux qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, puisque Glencore a avoué avoir corrompu la SNH et la Sonara, puisque Glencore a dit comment est procédé pour corrompre. Donc c'est une grande nouvelle. J'espère que cette attitude va mettre en garde les uns et les autres qui pensent que le temps, n'est-ce pas, peut faire passer, n'est-ce pas,
c'est un forfait. De nombreux scandales de corruption récemment secouent le Cameroun. On se souvient de ce qu'on a appelé ici le Covid-Gate, une affaire de détournement massif des fonds destinés à la lutte contre la Covid-19 ou encore de cet interminable feuilleton du chantier de construction du complexe de Lembe qui n'ont toujours pas fait l'objet d'action devant la justice. Les responsables politiques civils soudanais se sont réunis cette semaine à Addis Abeba. Leur objectif, prendre part aux négociations que les militaires organisent sans eux depuis 6 mois. Anciens membres du gouvernement, partis politiques, comités de résistance, représentants de la société civile se sont réunis pendant 4 jours pour essayer de surmonter leurs divisions. Reportage de Clotilde Hazard sur place. C'est la plus grande réunion de la société civile soudanaise depuis le début de la guerre. L'ancien Premier ministre, M. Abdallah Hamdok, rencontre d'autres figures politiques jusqu'ici en désaccord. Pour espérer arrêter la guerre et peser dans les négociations, ils veulent s'unir et proposer une alternative concrète. Comment est-ce que nous allons nous organiser pour adopter une position de négociation commune qui est agréée par tous, et par la suite, comment est-ce que nous allons engager les communautés régionales et internationales. À un moment donné, nécessairement, il faut parler à ceux qui portent les armes. On ne peut pas arrêter la guerre sans leur parler. Et il y a une forte résistance à cela pour le moment. Quelques membres de comités de résistance sont là, ces organes nés de la révolution censés aider à la transition démocratique. La majorité reste opposée à l'alliance avec les partis politiques jugés trop proches de l'armée. Il y a des mésententes dans le front civil. On ne le nie pas. Mais dans ces négociations, les Soudanais attendent de nous qu'on parle d'une seule voix. Spécialement en ce moment, ils attendent. Pour les participants, seule une inclusion des civils dans les négociations entre les généraux responsables du conflit peut apporter des solutions. Cette guerre est vaine, et tous les deux le savent. Mais s'ils font juste une trêve, la population ne se sentira pas assez en sécurité pour revenir dans le pays. Ils ne reviendront pas s'il n'y a pas de mécanisme de contrôle mis en place. Le Front civil souhaite y participer pour organiser une transition vers un projet politique concret et à terme mettre en place un gouvernement démocratique. On passe à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, où les affrontements se sont intensifiés depuis 2 jours et se rapprochent de la ville de Goma. Un soldat de la force est-africaine est décédé à cause des tirs de mortier à Kibumba. Une situation sécuritaire tendue et extrêmement volatile qui rend difficile le travail des organisations humanitaires. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. La distribution d'aide alimentaire est suspendue sur les sites de déplacés proches de Goma. C'est ce que nous a expliqué le Programme alimentaire mondial. Une décision que cette agence des Nations Unies explique par une situation sécuritaire qui s'est détériorée. Les combats se sont intensifiés dans les territoires de Massissi et de Rutshuru, provoquant la fuite de plus de 200 000 personnes depuis début octobre. Mais surtout, ces combats sont signalés à une vingtaine de kilomètres de Goma. Nous ne connaissons plus la situation sur le terrain. On se demande si on peut rentrer chez nous. J'habite dans une zone sous contrôle du M23. Si on y retourne, on craint que les rebelles nous disent que nous sommes des femmes de membres de groupes armés et nous tuent. Nous sommes fatigués, nous voulons rentrer chez nous. On ne vit pas ici, on survit. Là où nos épouses allaient récolter des feuilles de manioc ou des haricots, il y a maintenant des produits chimiques. Avec la coupure de l'aide humanitaire, nous ne savons pas comment nous allons vivre. Dans un communiqué publié mercredi soir, la force régionale est-africaine déployée dans la région affirme que le M23 et l'armée congolaise ont violé le cessez-le-feu. Alors l'armée congolaise n'a pas réagi à ces déclarations. Jusque-là, elle affirmait avoir respecté le cessez-le-feu, mais plusieurs sources affirment que les militaires congolais ont pris part au combat. De son côté, le gouvernement congolais, s'appuyant sur des images de drones, dénonce une nouvelle incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais pour appuyer les rebelles. Alors pour rappel, le Rwanda est accusé par Kinshasa et par les Nations Unies de soutenir le M23. Kigali a toujours démenti son soutien aux rebelles. Connaissez-vous le retournement des morts, une tradition ancestrale malgache où les proches exhument leurs défunts pour les recouvrir d'un nouveau linceul et de leur demander la bénédiction pour leur rendre hommage finalement. Chose rare, une famille a accepté que nos correspondants assistent à cet événement. Gaël Borgia.
Dans cette commune rurale des hauts plateaux malgaches, un singulier cortège. À sa tête, le portrait de Boud, une mère de famille décédée il y a 7 ans. Aujourd'hui, sa famille va exhumer son corps lors d'une grande fête mortuaire, le retournement des morts, une pratique ancestrale venue d'Asie, durant laquelle on communie avec les défunts en musique. Laurence et sa famille ont économisé 1 500 € durant 1 an. C'est le moment de lâcher prise. Cela fait 7 ans qu'elle attend de revoir sa mère pour la présenter à sa fille. Voilà, grand-mère, elle est là. Ne pleure plus. Nous allons nous approcher d'elle après. Il faut d'abord qu'il la recouvre d'un linceul. Le retournement des morts est aussi l'occasion pour les Malgaches de demander aux défunts d'améliorer leur vie. Selon eux, leurs ancêtres sont sacrés et en ont le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai demandé à ma mère de bénir ma famille. J'étais très triste qu'elle ne soit plus là. Mais c'était une émotion passagère. Ma tristesse est vite partie. Une tristesse apaisée par l'honneur rendu aux défunts. Le retournement des morts est aussi un marqueur de réussite sociale, car c'est l'un des rares moments où l'on ne compte pas. Nourriture et alcool sont servis en abondance à tout le village. Fanjessena retrouve sa grand-mère qui l'a élevée. L'exhumation permet aux vivants d'avoir un contact physique et un moment intime avec un proche. C'est très particulier de pouvoir la recouvrir d'un linceul et de pouvoir toucher son corps. Tout ce qu'elle m'a transmis me revient en mémoire, comme ses leçons de vie et sa manière de nous éduquer. La fête touche à sa fin, mais la famille de Boud a du mal à la laisser partir. Reste l'espoir que son esprit influe sur leur vie jusqu'à leur prochaine retrouvaille. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier tous ceux d'Abidjan à Addis Abeba en passant par Niamey. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.